Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire de la série Les lundis du CEP. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier du transport et de la logistique. Un petit point technique, vos micros sont coupés pour le confort de tout le monde. Vous pouvez toutefois poser les questions si vous en avez dans l'onglet « Questions » qui est dans le chat juste à côté. Et si besoin, vous pourrez retrouver ce webinaire en ligne, en replay, sur notre site internet. Donc, les lundis du CEP, c'est organisé par l'opérateur du conseil en évolution professionnelle, un lundi sur deux. Et donc aujourd'hui, pour présenter cette thématique des métiers du transport, nous sommes deux. Donc moi, je suis Marie Delon, je suis directrice de projet CEP, donc conseil en évolution professionnelle en Occitanie, pour le réseau EVA. Alors, on est tous les deux en Occitanie, mais on s'adresse à tout le territoire national aujourd'hui. Et je suis accompagnée de Stéphane Parou, qui en dira un petit peu plus juste après, qui est délégué régional en Occitanie aussi pour l'OPCO Mobilité. Bonjour. Donc effectivement, je travaille pour OPCO Mobilité depuis 2007 et je vais tout de suite vous présenter quelles sont les missions d'OPCO Mobilité avant de rentrer plus dans le détail sur cette branche des transports et de la logistique. Donc l'OPCO Mobilité, qu'est-ce que c'est? Un OPCO, tout d'abord, c'est un opérateur de compétences, donc en l'occurrence pour les métiers de la mobilité. Nous avons un mandat de 17 branches professionnelles, plus la RATP en Île-de-France. Et ce mandat, en fait, a pour objectif de nous permettre de mettre en œuvre et de décliner la politique formation et GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels des branches professionnelles. Donc cela se traduit par des actions en direction du public et des actions en direction des entreprises, entreprises qui sont adhérentes à l'association OPCO Mobilité. Au niveau des branches de la mobilité, puisque nous en avons 17, effectivement, donc cela représente 139 870 entreprises sur le territoire national, 1 600 000 salariés, donc c'est, pour vous donner un ordre d'idée, 8% des actifs du secteur privé, et ça représente surtout 131 000 alternants. Donc, voilà, nous avons dans nos métiers, dans notre filière, un fort potentiel de recrutement et un fort potentiel de recrutement en alternance. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va faire un focus particulier sur les métiers du transport de marchandises et activités auxiliaires du transport, ce qui correspond au code branche 0016, c'est le code de la convention collective. Cette branche est distribuée sur 4 grandes familles de métiers. Les métiers de la conduite, les métiers de l'exploitation, les métiers de la maintenance et de la logistique. Rapidement, et avant de rentrer dans le vif du sujet, au niveau des pictogrammes donc, sur cette présentation, vous y verrez que nous gérons notamment les transports en façade maritime, le transport par voie ferrée. Nous avons également les agences de voyage, nous avons les distributeurs conseils hors domicile, ce sont les entreprises qui livrent les cafés, hôtels, restaurants en boissons soft et alcoolisées. Nous avons les ports et la manutention portuaire, ainsi que les ports de plaisance et le transport urbain. D'ailleurs, le transport urbain, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure, puisqu'il est à distinguer du transport interurbain. Donc, si on refait un focus sur la branche transport, marchandises et activités auxiliaires, donc cela représente 27 934 entreprises, 687 000 salariés donc sur le 1 600 000 dont on parlait tout à l'heure, 150 000 salariés formés l'année dernière et 16 000 alternants, quasiment 17 000 alternants. Donc au niveau de cette branche professionnelle, vous avez 3 grands secteurs, plus la logistique. Logistique dont nous parlerons à la fin, puisque c'est transverse par définition. Au niveau du premier grand secteur, c'est ce qu'on appelle le transport routier de marchandises. Le transport routier de marchandises qui lui-même est subdivisé en plusieurs secteurs d'activité ou sous-secteurs d'activité. Dessus, donc, vous avez par exemple le transport de marchandises pour compte pour autrui,
donc on transporte de la marchandise pour le compte de clients, pas pour son propre compte. Donc ça, c'est important de bien avoir ça en tête quand on s'adresse à des entreprises de transport de marchandises de cette convention collective. Ensuite, on a les commissionnaires de transport. On a également donc le secteur du déménagement. On a les loueurs de véhicules avec chauffeur. On a les prestataires logistiques qui sont également rattachés. Donc, les moyens de transport spécifiques sont organisés en fonction de la distance à parcourir, du volume de marchandises à transporter et d'un délai imparti. Le principe donc du transport de marchandises, c'est que il y a une prise de contact d'un client potentiel avec l'exploitant et il va y avoir un besoin exprimé pour une marchandise à transporter d'un point A à un point B. Donc effectivement, il y a la partie conducteurs qui vont s'occuper de mettre en œuvre cette action, mais il y a effectivement le cœur du réacteur qu'on appelle les métiers de l'exploitation, dont on parlera tout à l'heure, et qui sont là pour organiser les flux de transport en fonction des ressources disponibles. Donc le secteur regroupe les transporteurs routiers, les coursiers, les prestataires de messagerie. Donc il peut y avoir du transport longue distance, en trafic national et international, ou moyenne distance, trafic régionaux. On a aussi aujourd'hui voilà, de la livraison urbaine qui peut utiliser du poids lourd, mais également du moins de 3,5 tonnes en messagerie. Et on a la livraison express. Donc ici, on vous a mis quelques illustrations des moyens de transport qui sont utilisés. Et donc, on voit que c'est quand même relativement varié puisque on peut faire de la benne, donc une activité de transport orientée TP, on peut gérer des déchets, on peut transporter de la marchandise avec un bras auxiliaire qui est intégré à l'outil de travail, donc qui va nécessiter un CACES. On peut faire du transport exceptionnel, donc ça veut dire transporter des marchandises hors gabarit, et donc avec en général un système de véhicules pilotes ou motopilotes qui ouvre la route. On a le transport d'animaux vivants, on a le transport de véhicules ou porte-chars, on a le frigorifique qui est une grosse activité avec la messagerie puisqu'on peut transporter des biens donc congelés ou ce qu'on appelle en température dirigée, et on a le transport matière dangereuse qui nécessite une APTR, c'est-à-dire une formation spécifique en matière dangereuse. Alors, au niveau des métiers de la conduite, on va y retrouver les métiers suivants, donc chauffeur, livreur, conducteur, convoyeur de fonds, puisqu'on a aussi des DABistes qui vont recharger les DAB, distributeurs automatiques de billets. On a les conducteurs déménageurs, on a les conducteurs poids lourds, on va avoir les conducteurs poids lourds courte distance régionale, le poids lourd messagerie et le véhicule utilitaire léger. À chaque fois, ces métiers vont nécessiter des formations spécifiques qui peuvent être des formations liées à l'éducation nationale, donc type CAP par exemple. On a un CAP conducteur routier de marchandises qui va se faire en 2 ans pour les personnes qui ne sont pas titulaires déjà d'un permis B. Et ensuite, on a des formules de CAP conducteur routier en 1 an pour les personnes qui sont déjà titulaires du permis B. On a également un moyen d'accès à ces métiers par le biais de titres professionnels. Donc, on a 2 titres professionnels. Le titre professionnel de conducteur en transport de marchandises sur porteur et celui sur tout véhicule. On ne peut pas faire un titre professionnel tout véhicule si on n'a pas déjà validé un titre professionnel porteur. La nuance entre les deux, c'est que le porteur, l'ensemble est d'un bloc, alors que le véhicule articulé nécessite le titre professionnel tout véhicule. Au niveau des prérequis de formation, donc il faut minimum 18 ans pour un titre professionnel. Si c'est plutôt le permis C et la FIMO qui sont privilégiés en termes de voie d'accès, le prérequis est à 21 ans. Il faut une aptitude médicale à la conduite de véhicules lourds et il faut un permis B français valide. Pour vous donner un ordre d'idée,
en 2022 sur le territoire national, les besoins en emploi sur la conduite en transport de marchandises étaient de 68 000 postes. Voilà, ce qui correspond à 63% des besoins exprimés au niveau de la branche. Donc un très fort potentiel de recrutement sur ce métier-là. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on a le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, c'est ce qu'on appelle les métiers de l'exploitation. Un exploitant ou un assistant d'exploitation ou un responsable d'exploitation ou un directeur d'exploitation, en fonction de la taille de l'entreprise dans laquelle on peut être amené à travailler, est celui qui planifie, organise, coordonne et suit au quotidien les activités de transport et de logistique. Donc l'agent d'exploitation, c'est vraiment une personne importante dans l'entreprise, puisqu'elle a la relation fonctionnelle avec les conducteurs, ce n'est pas un hiérarchique a priori, et elle a la relation avec les clients, les donneurs d'ordre, et donc c'est elle qui va coordonner l'activité des transports. Donc ce métier-là a plutôt une voie d'accès minimum à Bac+2, avec, par exemple, si on regarde du côté de l'éducation nationale, un BTS gestion des transports et logistique associée, ce qu'on appelle le BTS GTLA, qui donne d'ailleurs l'attestation de capacité par équivalence. Ensuite, on a le DUT gestion logistique et transport, on a la licence professionnelle en exploitation des transports, la licence professionnelle management des transports et de la distribution, et ensuite on a des titres certifiés, responsable production ou manager transport et logistique, et titre professionnel gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises. Voilà, donc il y a des voies d'accès qui sont quand même assez diverses pour ces métiers-là. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas briguer des métiers de l'exploitation si on vient de notre domaine. C'est simplement que l'entreprise aura besoin quand même de mettre en place un parcours de formation adapté, puisque les métiers de l'exploitation sont quand même des métiers techniques avec des compétences quand même particulières à connaître. Ensuite, nous avons les métiers de la maintenance. Alors, les métiers de la maintenance, il faut refaire un petit peu d'histoire là-dessus, puisque aujourd'hui, les besoins en recrutement sont nombreux. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas parce que il y a eu une époque dans le transport où en fait la mécanique VI, ce qu'on appelle la mécanique véhicule industriel, était renvoyée à des garages, donc à l'externe. Sauf que pour des raisons budgétaires et la taille des entreprises augmentant, beaucoup d'entreprises ont choisi de réintégrer ce poste maintenance à l'intérieur même de leur site, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des ateliers de maintenance des véhicules industriels qui sont intégrés sur les entreprises de taille moyenne et grande entreprise. Vous avez des PME qui, à partir d'une centaine de salariés, vont avoir de la maintenance intégrée. Du coup, ça crée des opportunités d'emploi. Pour vous donner un ordre d'idée sur la mécanique, on a régulièrement des besoins sur l'ensemble du territoire national, et ce sont des besoins que l'on partage avec la branche des services de l'automobile, puisque vous avez des centres de formation en apprentissage, par exemple, ou des structures de formation plus classiques, qui sont spécialisées pour la mise en œuvre de ces formations-là. Pourquoi? Parce que les concessions de véhicules industriels, les garages de poids lourds ont des filières de formation dédiées. Et en fait, nous, on vient se greffer à ces filières-là. Donc, pour rentrer sur ce métier, plusieurs possibilités. Titre professionnel, ministère du Travail, donc mécanicien réparateur de véhicules industriels. On a aussi des CAP et des bac pro en maintenance des véhicules de transport routier. On a des BTS maintenance des véhicules, option véhicules de transport routier. Et on peut avoir d'autres BTS, effectivement, aussi sur des rôles plus technico-commerciaux. Mais c'est plutôt quand même les trois premiers qui alimentent cette filière. Ensuite, on a un deuxième bloc dans cette branche professionnelle qui est le transport routier de voyageurs.
ou plus exactement le transport interurbain de voyageurs, mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, le transport routier de voyageurs recouvre plusieurs types d'activités. Donc, on a le transport interurbain par autocar, on a le transport de personnes à mobilité réduite, on a le transport routier scolaire, on a le transport par navette pour se rendre, par exemple, à l'aéroport, et on a le transport touristique national ou international. Donc là, en fonction du territoire, vous allez avoir des entreprises qui vont avoir plus ou moins de diversité dans leurs activités. Quel que soit le territoire, vous allez en général avoir l'essentiel de l'activité, ou en tout cas une grosse partie de l'activité qui va être couverte par le transport routier scolaire. L'organisation du transport scolaire est à la main du conseil, des conseils régionaux en France. Donc, c'est ce qu'on appelle une autorité organisatrice. Et donc, les entreprises vont répondre à des marchés pour pouvoir assurer des lignes scolaires sur les différents territoires. Donc, plus on va être proche des grandes agglomérations, plus on va pouvoir nourrir en activité les salariés d'autres activités périphériques, plus on va être sur de la ruralité et plus le chiffre d'affaires de l'entreprise va se concentrer effectivement sur le transport routier scolaire. Et donc, quand on parle d'activités périphériques, on parle de transport interurbain de voyageurs, c'est-à-dire les lignes régulières, mais il peut y avoir aussi les lignes interrégionales, ce qu'on appelle les lignes Macron. Et il peut y avoir également du tourisme, avec là des compétences particulières de la part des salariés, puisque prendre un autocar avec des touristes et faire le tour de l'Europe, par exemple, demande effectivement des compétences autres que quand on est conducteur scolaire. Les passerelles sont tout à fait possibles à partir du moment où un salarié qui serait en conduite scolaire a des velléités justement à travailler sur du transport en tourisme. Mais en général, les filières de recrutement sont assez distinctes. C'est-à-dire que quand on recrute sur le scolaire, c'est plutôt destiné à être ciblé vraiment sur le scolaire. Et il y a des sessions de recrutement pour le tourisme qui peuvent être dédiées, ou alors, comme je le disais, c'est par le biais de la mobilité interne qu'on va aller sur de la conduite tourisme. Alors, sur le transport de voyageurs, il y a deux conventions collectives différentes. Donc, nous, aujourd'hui, on parle de la conduite d'un car interurbain, donc avec les activités dont je vous ai parlé. Il peut y avoir aussi la conduite d'un bus. Donc la différence entre les deux, c'est que le car interurbain, forcément, on est en position assise, ceinturée. Et le bus, par contre, urbain, on peut s'y tenir debout. Donc c'est la nuance que vous pouvez faire sur le moyen de transport. Mais il y a également des conventions collectives différentes, puisque le transport par car interurbain est rattaché au transport de marchandises et activités auxiliaires, ce dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est la présentation qui nous occupe aujourd'hui. Le transport urbain bénéficie d'une convention collective particulière, et là, ce sont les entreprises qui gèrent par délégation de service public la plupart du temps un réseau urbain qui vont être sur ces conventions collectives et qui vont recruter. Donc en transport, on a besoin du permis D, plus la FIMO, mais il peut y avoir également des transports de moins de 9 places qui peuvent s'organiser, notamment quand on parle de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite. Souvent, vu les volumes de personnes à transporter, ça peut s'organiser au travers de véhicules de moins de 9 places où le permis B suffit. Donc, le conducteur en transport de voyageurs a pour mission principale de conduire en sécurité dans le respect de l'horaire annoncé. On ne part pas avant l'heure sur un point de ramassage. On attend l'heure exacte avant de repartir. Il peut assurer donc la conduite de transport occasionnel et de voyage touristique, on en a parlé. Il renseigne, accueille les passagers, contrôle les types de transport et veille au confort de tous.
Dans le cadre d'une prestation touristique, il assure l'intendance des bagages également et prépare les itinéraires. C'est pour ça que quand même, en termes de travail et d'activité, les métiers sont vraiment très différents et de manière également distincte. La partie petite mécanique est vraiment appréhendée de manière différente puisque une personne qui est à l'étranger doit être en capacité quand même à pouvoir intervenir sur du petit dépannage, même si aujourd'hui vous avez tout un tas de réseaux qui existent de dépannage sur l'ensemble du territoire français et européen pour permettre des interventions rapides et éviter aux conducteurs d'avoir à intervenir. On ne change de la même manière, on ne change plus les roues aujourd'hui, que ce soit sur un autocar ou sur un camion. Voilà, il y a des interventions externes avec des prestataires qui sont faites pour ça. Au niveau des formations et les moyens d'accès, donc on va avoir le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, le CTCR, qui dure 434 heures. Donc, si on le compare au transport de marchandises, il a le même nombre d'heures que le titre professionnel transport sur porteur, donc 434 heures, ce qui veut dire qu'en 3 mois de formation en continu, on peut accéder au métier de conduite, que ce soit en marchandises ou en voyageur. Ensuite, on a le CAP, agent d'accueil et conduite routière en transport de voyageurs. Ici, ce CAP, aujourd'hui, il est plus utilisé justement par le transport urbain de voyageurs, parce que la partie accueil et billetterie est vue dans le cadre du CAP, alors que dans le cadre du transport scolaire, il n'y a pas de nécessité à faire de la billetterie. Et ensuite, effectivement, il y a le permis D et la FIMO. Mais ici, il y a des règles à connaître en termes d'accès qui sont quand même importantes, puisque par exemple, le titulaire d'un titre professionnel conducteur en transport en commun sur route va pouvoir travailler à partir de 21 ans sans restriction de kilomètres. On peut abaisser l'âge à 20 ans pour les véhicules conduits uniquement sur le territoire national. Et on peut même abaisser l'âge à 18 ans, donc ça fait partie des dernières réformes, dès lors que le véhicule est conduit dans un rayon de moins de 50 km du siège de la société. À la différence, le permis D, on est à 24 ans pour l'entrée sur le métier, sans restriction de kilomètres, et on est à 21 ans si le permis D est suivi de la FIMO dans l'année, pour pouvoir exercer cette activité. Alors, au niveau des métiers de l'exploitation, au même titre que pour le transport de marchandises, on est également sur le cœur du réacteur, ici avec une gestion plus de planning. On va être amené quand même à gérer plus en planification que le transport de marchandises, où on peut être en planification, mais on peut être aussi sur de la demande ponctuelle, sur laquelle il va falloir effectivement regarder quelles sont les ressources disponibles. Le transport de voyageurs peut faire du ponctuel, mais c'est ce qu'on appelle en transport de voyageurs le transport occasionnel. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit qu'une collectivité locale, une école, fasse faire un devis à un autocariste pour amener des enfants à la piscine ou s'occuper de manifestations sportives, par exemple avec des clubs. Mais l'appréhension du métier est quand même plus globalement sur de la gestion de planning. Donc, ici, les voies d'accès, on va avoir, si j'enlève la première, le NSTV, on va avoir le titre professionnel d'exploitant régulateur en transport routier de voyageurs. On a le titre de responsable production en transport de personnes, où on a vu tout à l'heure qu'on avait l'équivalent en transport de marchandises, Bac plus 3. On a un DUT gestion logistique et transport, et on a une licence professionnelle de management des transports et de la distribution. Troisième gros bloc de cette convention collective, le transport sanitaire. Alors, le transport sanitaire, c'est à la croisée des chemins entre
le sanitaire et social et le transport. Néanmoins, c'est une activité qui dépend de la convention collective du transport de marchandises et activités auxiliaires de personnes. Donc du coup, il faut bien comprendre que sur cette convention collective, on va avoir du transport de marchandises et du transport de personnes qui va être recentré sur le transport interurbain de voyageurs et sur le transport sanitaire. Donc même si le transport sanitaire est considéré comme dépendant du transport, dans les filières métiers et formation, forcément, il faut que les personnels soient formés aux gestes d'urgence de manière à pouvoir intervenir. Donc, le transport peut être demandé par un patient ou un proche, par le personnel hospitalier ou tout autre professionnel de santé. Le transport peut être assuré par une ambulance ou un véhicule sanitaire léger. La nuance qui est à faire entre les deux, c'est que le VSL, le véhicule sanitaire léger, la personne doit être en capacité à être transportée assise, donc son état de santé doit permettre un transport assis, là où on va mandater une ambulance lorsque l'état du patient nécessite un transport couché. Les véhicules sont identifiables grâce à leur avertisseur sonore et lumineux, leur sérigraphie particulière et leur gabarit. Et c'est un secteur réglementé qui nécessite des agréments, puisque, comme je le disais en introduction, on est à la croisée des chemins entre le transport et le sanitaire, et c'est l'agence régionale, les agences régionales de santé, les ARS, qui donnent ces agréments. Donc sur les métiers, et pour faire le parallèle avec les deux blocs marchandises et voyageurs qu'on a vus précédemment, donc on va avoir l'auxiliaire ambulancier qui assiste l'ambulancier, mais qui peut, dans le cadre d'un transport par ambulance, mais qui peut aussi prendre en main directement un patient dans le cadre d'un VSL. Ensuite, on a l'ambulancier qui, lui, va assurer donc le transport de malades, et souvent l'ambulancier il va être derrière dans l'ambulance à s'assurer que le malade, le patient est stable et si jamais son état de santé se dégrade, il a la capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure, à intervenir. Les voies d'accès, là aussi, en termes de formation, sont différentes. Donc, pour être auxiliaire ambulancier, il y a une formation, un certificat d'auxiliaire ambulancier qui existe et qui se prépare sur 91 heures. Avant, il se préparait sur 70 heures, il vient juste d'être réformé. Et pour être ambulancier, c'est pareil, il y a un diplôme d'État, cette fois-ci, donc ce qu'on appelle le DEA, le diplôme d'État d'ambulancier, qui se préparait l'année dernière encore en 630 heures et qui aujourd'hui se prépare en 801 heures. La particularité du diplôme d'état d'ambulancier, c'est que vous allez avoir 556 heures de formation en face d'un formateur, et ensuite vous avez des stages hospitaliers et en entreprise qui vont se greffer à cette formation en face-à-face pédagogique. Et tout comme en transport de marchandises et transport de voyageurs, on a également le régulateur sanitaire, donc on pourrait l'appeler l'exploitant, sauf que dans ce corps de métier, on appelle ça un régulateur sanitaire. Et lui, il va coordonner, il va optimiser les transports médicaux ou sanitaires. Donc, à l'instar de l'exploitant en voyageur, il va gérer en planification. Si on prend par exemple des patients qui sont dialysés, les dialyses sont planifiées à l'avance. Donc, il va y avoir un schéma organisationnel par rapport à ça. Mais lui, il va se rapprocher quand même beaucoup plus de l'exploitant marchandise, c'est-à-dire qu'il va devoir gérer également l'urgence, sachant que en marchandise, on peut décliner une prestation de transport. Là, face à l'urgence, il va falloir s'organiser au mieux pour pouvoir répondre aux besoins de la centrale téléphonique, du SMUR par exemple, qui va contacter l'ambulancier pour déclencher une prestation de transport sanitaire. Tout ça est coordonné effectivement avec le SMUR, les pompiers, le SAMU, de manière à ce que si il n'y a aucune capacité de transport de l'ambulancier,
il puisse y avoir quand même d'autres modes de transport qui puissent s'organiser pour le patient. Et en général, ces plateformes gèrent et mandatent tel ou tel ambulancier en fonction du degré d'urgence. Si le degré d'urgence est faible, à ce moment-là, il y a de fortes chances que ce soit une ambulance qui soit mandatée à la place d'un SAMU, par exemple. Voilà, donc tout ça est coordonné. Il y a également des gardes préfectorales qui permettent d'organiser des veilles en fait en amplitude horaire des équipes de manière à pouvoir répondre à des urgences de jour comme de nuit. Dernier bloc, la logistique. Alors, la logistique, dans le transport de marchandises, c'est plutôt intégré au bloc transport routier de marchandises. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du transport routier de marchandises, on a ce qu'on appelle une sous-catégorie au niveau de la convention collective que l'on appelle les prestataires logistiques. Donc, au niveau des prestataires logistiques, vous allez avoir deux types de prestataires logistiques. Vous allez avoir une entreprise de transport routier qui a une activité de quai et donc qui a besoin d'être alimentée en logisticien. Et ensuite, vous avez les prestataires logistiques purs qui, eux, dans leur activité, construisent ou louent des entrepôts logistiques. Et il va y avoir donc à l'intérieur de ces entrepôts logistiques la gestion des flux de marchandises. Donc les secteurs des transports comptent beaucoup de métiers, directs ou indirects, liés à la logistique. Et les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes. On va avoir des logiciels de gestion spécifiques, y compris en commande vocale. On va avoir des logiciels de géolocalisation, puisqu'aujourd'hui, les clients veulent savoir impérativement où est la marchandise, et ceci en temps réel. Vous avez d'ailleurs dans le transport en température dirigée, ce dont on parlait tout à l'heure, des possibilités pour les clients aujourd'hui de suivre la chaîne de froid, de manière à s'assurer qu'il n'y a pas d'interruption de la chaîne de froid. Vous avez aussi les puces RFID. Donc, les puces RFID, ce sont des petites puces qui sont glissées dans les colis ou les vêtements pour suivre et voir, pour gérer la partie anti-vol des biens. Les puces NFC, donc, qui sont l'équivalent des puces RFID, mais plus performantes, pour tout ce qui est traçabilité des produits. Et ensuite, vous avez également des robots de palettisation qui existent, voire des robots de gestion même des transferts de colis dans les entrepôts les plus récents. Donc au niveau des métiers, on va y retrouver les métiers d'opérateurs, de préparateurs de commandes, caristes, agents de quai, les contrôleurs flasheurs, les chefs de quai, les assistants logistiques, les gestionnaires de stock et les responsables d'entrepôt. On va y retrouver aussi des fonctions d'acheteurs, de responsables d'approvisionnement, de chargés de planning de transport, de responsables de flotte. Ce qu'il faut savoir, c'est que la logistique est un monde très vaste et c'est un monde dans lequel on peut démarrer en tant que préparateur de commandes et en fonction de son niveau d'investissement, on peut très rapidement gravir les échelons et avoir des opportunités d'emploi et de monter en compétences et en responsabilités qui sont réelles, voire de faire des carrières à l'international. Donc, sur les exemples de métiers, puisqu'on ne peut pas être exhaustif là-dessus, ça serait trop compliqué aujourd'hui, mais on va avoir, par exemple, des agents de quai. Donc ça, c'est pour les entreprises qui ont des quais, par exemple, dédiés en leur sein. Des chefs de quai en fonction de la taille de l'entreprise et son activité, des assistants logistiques, des caristes, des préparateurs de commandes, des gestionnaires de stock. La plupart des entrepôts logistiques aujourd'hui recrutent beaucoup de préparateurs de commandes. Pour vous donner un ordre d'idée, la logistique, c'est 9800 projections d'emploi annuelles. Donc 9% des besoins de la branche, en tout cas sur cette convention collective, et une très grosse partie des besoins sont des besoins en préparateur de commandes.
Donc, le préparateur de commande, il collecte les informations nécessaires, il effectue les prélèvements de produits, ce qu'on appelle le picking, à l'aide d'un chariot automoteur à conducteur porté de catégorie 1. Alors, catégorie 1, en fait, il faut savoir qu'il y a 44 CACES aujourd'hui qui sont gérés et construits par l'INRS. Voilà, pour être préparateur de commande, c'est le premier niveau qui est nécessaire. Donc, il s'occupe de vérifier la compatibilité, le conditionnement, les quantités, et ensuite, il réalise l'emballage et l'étiquetage avant d'expédier les produits. Donc, au niveau des voies d'accès, pour être préparateur de commande, la plupart du temps, un CACES va suffire, et notamment le CACES 1. Le CACES 135, lui, il va plutôt être destiné aux caristes. Sachant qu'il est rare qu'une entreprise recrute un cariste directement. L'entreprise, elle va plutôt recruter un préparateur de commande et en fonction de son habileté, elle peut derrière le promouvoir au métier de cariste. Cariste qui peut être amené à gerber des palettes à 5 ou 10 mètres de haut. Donc, on ne confie pas ces responsabilités-là à une personne qui viendrait d'être embauchée et qui aurait un CACES frais en poche. Ensuite, on va avoir des titres professionnels qui vont, au-delà du CACES, permettre d'apprendre métier. Et donc, on va avoir le titre professionnel de préparateur de commande, le titre professionnel de cariste d'entrepôt. Ça peut être des formations relativement longues, puisque si le TP préparateur de commande se fait en règle générale en 280 heures, un titre professionnel de cariste d'entrepôt peut être beaucoup plus long et dépasser les 600 heures allègrement. Il va y avoir le CAP opérateur logistique, le bac pro logistique. Et ensuite, on peut aller également sur du technicien avec des BTS gestion des transports et logistique associés ou le titre professionnel de technicien supérieur en méthode et exploitation logistique. Mais là, on ne se destine plus à être préparateur de commande, on va se destiner plutôt à s'occuper de la gestion des flux en entrepôt. Donc voilà pour les 4 blocs que je voulais vous présenter ce matin. Donc transport routier de marchandises, transport interurbain de voyageurs, transport sanitaire. En transverse, les métiers de la logistique à l'intérieur du transport de marchandises, c'est ce qu'on se disait. Pour aller plus loin, nous avons un site internet dédié au public qui s'appelle Je bouge mon avenir, donc www.jebougemonavenir.fr. Dessus, vous allez avoir plusieurs possibilités. Première possibilité, découvrir les métiers. Découvrir les métiers sur l'ensemble des branches de la mobilité, donc les 17 branches professionnelles dont j'ai parlé en introduction, mais avec effectivement la possibilité de faire un focus sur le transport de marchandises, le transport de voyageurs, le transport sanitaire, la logistique, et de découvrir le descriptif des métiers, l'environnement du métier, et parfois avec des illustrations en vidéo de salariés en poste et qui évoquent leur mission avec les attraits, les inconvénients, ce qui permet de se faire quand même une très bonne idée de l'environnement de travail. Ensuite, on redirige aussi vers la bonne alternance qui permet de voir les centres de formation en alternance et les offres d'emploi en alternance. Donc ça, c'est dans le pavé, je suis à la recherche d'une formation. Et ensuite, on a également un job board dédié au métier de la mobilité où on peut déposer un CV ou tout simplement consulter les offres sans nécessairement déposer son CV, puisque les deux modalités sont disponibles. Voilà, donc j'en ai fini pour cette petite présentation de la branche transport de marchandises et activités auxiliaires, et je vais repasser la parole à Marie. Merci du coup pour cette présentation. Moi, j'ai appris plein de choses. C'est très intéressant. Donc, si vous avez l'envie d'évoluer dans le secteur ou de vous reconvertir vers ce secteur-là, vous avez un service public d'accompagnement qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle qui peut vous accompagner dans l'ensemble de vos démarches. Donc, pour faire un zoom rapide sur ce service, donc c'est un service public, donc c'est gratuit. C'est confidentiel dans le sens où il n'y a pas de lien avec votre employeur, par exemple, si vous êtes salarié.
Et donc, c'est un service qui existe depuis 2015 maintenant et qui accompagne les personnes tout au long de leur vie professionnelle, plusieurs fois si nécessaire, voilà, qui vous aide à construire un projet d'évolution professionnelle. Sachant qu'un projet d'évolution professionnelle, ça peut être évoluer dans son secteur, ça peut être changer de métier, ça peut être créer une entreprise, voilà. C'est vraiment très divers. C'est pas seulement pour se reconvertir, ça peut être aussi pour évoluer dans son secteur d'activité. Donc ensuite, comment ça se passe? Stéphane, du coup, je te laisse. Hop. Même tu peux aller encore plus loin. Donc aujourd'hui, on a 5 opérateurs qui délivrent le service CEP en fonction de votre statut. Donc là, si vous êtes par exemple demandeur d'emploi, c'est Pôle emploi votre opérateur CEP. Si vous êtes cadre, c'est l'APEC. Si vous êtes plus jeune, c'est-à-dire si vous avez moins de 26 ans, ce sont les missions locales. Et si vous êtes en situation de handicap, ce sont les CAP emploi. Si vous êtes dans une autre situation, c'est-à-dire salarié du secteur privé non cadre ou travailleur indépendant, là, en fait, c'est le réseau EVA qui va vous accompagner. Donc, quel que soit votre statut, à tout moment de votre vie professionnelle, vous pouvez bénéficier gratuitement de ce conseil en évolution professionnelle. Et pour trouver les coordonnées de votre opérateur, ou en tout cas identifier le bon opérateur par rapport à votre statut et votre région, il vous suffit d'aller sur le site mon-cep.org. Le CEP, du coup, comment ça se passe? Il y a 2 niveaux ensuite d'accompagnement. Il y a un premier rendez-vous qui va vous permettre d'exprimer votre demande, votre besoin, etc. Vous permettre aussi d'accéder à un premier niveau d'information en fonction de votre besoin. Donc, ça peut être de l'information sur les métiers, sur l'offre de formation, sur le marché du travail, sur les dispositifs de financement, etc. Et à l'issue de ce premier rendez-vous, vous voyez avec votre conseiller les démarches possibles, les démarches futures aussi que vous pouvez mettre en place pour pouvoir faire avancer votre projet. Et si besoin, d'autres rendez-vous sont possibles. Donc, on parle d'un second niveau de conseil, puisque vous avez la possibilité de bénéficier d'un accompagnement personnalisé qui va vous permettre d'aller plus loin sur l'élaboration de votre projet, l'analyse de sa faisabilité et surtout la construction d'un plan d'action pour mettre en œuvre votre projet. Donc là, typiquement, si vous voulez vous orienter vers le domaine du transport, avec votre conseiller, vous allez affiner un petit peu les différents métiers, comment on y accède, est-ce qu'une formation est nécessaire ou pas, en fonction de votre parcours, en fonction aussi du marché du travail, parce qu'il y a des entreprises de transport qui peuvent aussi recruter, j'imagine, sans que vous soyez formé et qui vous forment directement parce qu'elles ont besoin aussi de main-d'œuvre qualifiée, etc. Donc ça peut se travailler aussi dans le cadre du CEP. Et bien sûr, s'il y a un besoin de financement pour de la formation, je vous accompagne à monter un dossier et à demander un financement. Je fais un petit zoom avant de terminer sur la PMSMP, la période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, c'est un outil qui vous permet d'aller découvrir un métier, d'aller tester finalement un métier. Et donc, pour cela, il faut passer par le conseil en évolution professionnelle pour avoir une convention de stage, tout simplement. Et ça peut vous permettre justement de découvrir, par exemple, une entreprise de transport. Ça peut vous permettre d'aller découvrir un intérêt pour un métier et surtout de confirmer que l'orientation que vous prenez est la bonne. Donc là, vous avez le numéro de téléphone que vous pouvez contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, sachant que c'est le numéro de téléphone pour les salariés non cadres et les indépendants. Si vous avez un autre statut, je vous invite à aller directement sur le site national du CEP, donc mon-cep.org, et d'identifier le bon interlocuteur. Je ne vois pas de questions du coup dans le chat, donc on va en rester là. Merci Stéphane du coup d'être intervenu ce matin. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir participé et puis bonne continuation à tous. Au revoir.